Et je suis maintenant en compagnie de Karine Turcotte, qui est gestionnaire de portefeuille chez Médici. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Karine, aujourd'hui, on va parler de changements là, qui sont en train d'entrer en application dans le secteur du courtage, donc des changements qui concernent les gestionnaires de portefeuille comme vous, mais également leurs clients. Exactement. Donc, le modèle relation client-conseiller, aujourd'hui, on va faire un peu l'état de la situation. Et c'est un modèle qui veut encadrer mieux les relations entre les clients et le représentant. Et donc, ça fait plusieurs années que l'industrie du conseil en placement est critiquée de toutes parts, notamment dans la structure de vente des fonds communs au Canada. Comment ça se passe actuellement. Les trois critiques principales sont les suivantes. La première, ça traite le manque de transparence dans les frais de gestion. Et ceci parce que des commissions, on le sait, des commissions à la vente de fonds communs et des commissions de suivi qui sont versées aux représentants par la suite sont versées directement par les fonds communs aux représentants ou aux conseillers ou aux sociétés de courtage. Ça, c'est le premier problème. Ça, c'est la première lacune, là, comme on le voit actuellement à l'écran. La deuxième lacune, c'est l'ampleur des frais de gestion. On ne se le cachera pas, il y a plusieurs études qui ont démontré, quand ils ont fait la comparaison des organismes de placement collectif qu'on appelle les fonds communs partout dans le monde, que le Canada est un pays parmi lesquels les frais de gestion sont les plus élevés. Le deuxième problème. Ils sont à quel niveau, approximativement, les frais de gestion? Dans le fond, ça va dépendre aussi de la répartition d'actifs. C'est un mandat action ou revenu fixe, mais c'est au-dessus de 2 %. Donc, on voit même jusqu'à 2,5 parfois 3 dépendant du fonds en question. Mais ça combine, on appelle ça le ratio de fonds de gestion, qui combine les commissions et aussi la gestion comme telle du fonds. Parfait. Le troisième élément, la lacune, c'est le manque de transparence dans les rendements que les clients obtiennent. Ils n'obtiennent pas réellement leur rendement personnel, c'est la première critique. Et nous, pour avoir fait plusieurs évaluations de portefeuille, lorsqu'on reçoit des relevés qui sont composés de fonds communs, oui, on remarque les deux premières lacunes, mais la plupart du temps, ils n'ont même pas de rapport de rendement, tout simplement, ou ils n'ont pas accès à leur rendement. Donc, ce point-là est effectivement une critique importante. Le rendement lorsqu'il y a un rendement qui est divulgué, c'est plutôt le rendement du fonds, mais sans tenir compte du moment où l'investisseur est entré, disons, dans le produit. Exactement. Et c'est ce qui va changer, c'est que le rendement doit être calculé de la bonne façon, donc pondéré en fonction de la valeur, le rendement personnel du client. Et là, les changements, c'est qu'on va justement devoir offrir de nouvelles publications là, de rendement. Exactement. C'est que le conseiller va être tenu à à produire finalement deux nouveaux rapports. Un rapport sur les frais. Il devra divulguer ses frais, donc dire « J'ai reçu X dollars en commission de suivi de tel fonds ». Fonds X, Y, Z, et j'ai reçu aussi une commission à la vente pour vous avoir vendu un fonds en provenance de telle institution. Donc, il devra divulguer ces informations-là et ça devra être fourni en même temps qu'un rapport annuel de rendement qui sera calculé de la bonne façon, donc pondéré en fonction de la valeur. Dans cette optique-là, de toutes les critiques qu'on regardait tantôt, il y a un document très important qui a été publié justement par les autorités canadiennes en valeur mobilière en 2012. C'est sûr que c'est un document assez costaud, 75 pages, mais ça vaut la peine d'être lu. C'est tout le questionnement de la protection de l'investisseur dans le monde actuel canadien, dans le monde des fonds communs. Mais là, finalement, cette réflexion-là qui a eu lieu en 2012 ou qui a culminé en 2012 par la rédaction de ce document-là, finalement, c'est aujourd'hui que les recommandations, je veux dire cette année, que les recommandations entrent en vigueur? Oui et non. Dans le fond, le modèle relation client-conseiller, il y a deux phases. On est dans la phase 2 et on est dans le sprint final, si on peut dire. La phase 1 se déroulait en même temps aussi que ce document-là a été publié. Donc, eux, ils se demandent, est-ce qu'on va devoir aller plus loin que seulement publier des rapports de rendement? Donc, le contenu, est-ce qu'on touche au contenu ou on touche juste à la forme d'émettre des rapports? Il y a deux autres études qui ont été demandées par l'autorité qui ont été publiées là, récemment en 2015. Par l'autorité des marchés financiers? Exactement. Donc, c'est deux groupes indépendants. Par contre, le groupe Brunsbury, vers le printemps 2015, et aussi une équipe de l'Université York, qui ont publié deux études sur la dissection des frais des fonds communs reliés à la performance. Et les constats sont clairs, c'est que les commissions de suivi qui sont payées par ces fonds-là, de un, les fonds tendent à moins bien performer, et de deux, s'ils performent moins bien, on pourrait s'attendre qu'il y ait de moins en moins, à moyen et long terme, d'actifs qui sont attirés dans ces fonds-là.
Et c'est le contraire. Ils tendent à attirer autant de capitaux que les fonds qui ne versent pas de commission de suivi. Alors, on a un problème qui est identifié là. Donc, oui, on en a parlé. Le MRCC va apporter des mesures correctives, les 2 rapports, sauf que ça touche la forme et non le contenu. Donc, on ne place pas plus l'intérêt du client au devant. C'est la lacune qu'on remarque pour le MRCC. Si on passe justement à la présentation du conflit d'intérêts. Oui, mais il y a des conflits d'intérêts entre les intervenants, là, justement, dans la chaîne de l'investissement. C'est ça, c'est que la structure actuelle, le client et le conseiller ont une relation d'affaires ensemble. Il y a un service qui est offert par le conseiller. Donc, on regarde sa répartition d'actifs, sa convenance, seuil de tolérance de risque, et on lui trouve des produits d'investissement qui correspondent à ce qu'il a besoin. Mais le client ne paie pas directement le conseiller. Il est payé par le fonds commun, quand on parlait de commission de suivi. Qui est présenté sur votre graphique par le gestionnaire. Exactement. Par le gestionnaire. Donc, le conseiller, il peut avoir un potentiel. Ça ne veut pas dire qu'il y a un conflit d'intérêt, que le conseiller ne place pas l'intérêt, qu'il ne choisit pas ce qui est le mieux pour le client. Mais le potentiel est là et les autorités le savent et ils disent, bon, bien, peut-être qu'on est dans une situation qu'on devrait aller plus loin que de divulguer simplement les rapports de rendement. Et aller plus loin, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire faire comme d'autres pays ont su faire. On parle du Royaume-Uni, de l'Australie, qui ont interdit complètement le versement des commissions par les fonds communs de placement. Ce qu'on fait, c'est qu'on coupe finalement le lien entre le fonds commun et le conseiller. Il devient indépendant. Donc, il n'a plus d'intérêt à choisir un gestionnaire plutôt qu'un autre ou à choisir un fonds commun plutôt qu'un autre. Il devient un gestionnaire de gestionnaire et c'est le client qui le paie directement pour ses services qu'il a besoin. Parce qu'ici, les conseillers sont toujours associés à un gestionnaire, un émetteur de fonds? Bien, ici, c'est que la pratique, et c'est ce qu'on remarque, c'est plus rare la pratique de gestion privée, comme Médicis préconise, que c'est le client directement qui paie et qu'on n'a pas de lien avec un gestionnaire. On est le propre gestionnaire. Donc, les représentants se font payer par les fonds communs plutôt que par le client. Donc, c'est la pratique actuelle et c'est ce qui cause tout l'événement des conflits d'intérêts potentiels. Les conflits d'intérêts Exactement. En question. Mais est-ce qu'on est confiant que ce problème-là pourrait être réglé? Bien, c'est ce que, dans le fond, les autorités laissent aller. Ils regardent, on va mettre en place certains changements qui vont être positifs. On ne peut pas leur enlever que les mesures correctives sont nécessaires, mais on laisse finalement la responsabilité à l'investisseur de poser des questions puis d'essayer de changer les choses pour finalement, lui, faire changer l'industrie. Ça va peut-être être difficile et c'est pour ça qu'il continue de réfléchir sur la situation. Disons que ce n'est pas un dossier qui est terminé, là. Exactement. Donc, je pense que c'est une première étape. OK. Bon, votre prochaine image, finalement, c'est... bon, alors on voit le client et le gestionnaire à la fois conseiller. Ça, c'est un peu ce qui est désiré, finalement. C'est le modèle qu'on souhaiterait voir en application. Exactement, parce que c'est un modèle qui évite finalement les conflits d'intérêts et qui place l'intérêt du client au devant. Donc, oui, chacun a son rôle. Le fiduciaire, qui est une banque, a le rôle de gardien d'actifs et le conseiller gestionnaire a le rôle de servir le client dans son intérêt. Il est payé directement par un client, comme tout professionnel, comptable, ingénieur, qui ne se place pas devant un conflit d'intérêts comme on vit actuellement. Et l'autre importance, c'est de fournir des rendements, pas seulement aller au minimum, mais de fournir des rendements qui sont mis à jour quand même plus rapidement qu'un an et de fournir un indice de référence. Le MRCC, le fameux modèle relation client-conseiller, n'a pas été jusqu'à rendre obligatoire l'indice de référence pour comparer nos rendements. Donc, il a indiqué que c'était facultatif et que, étant donné qu'on a un rendement maintenant qui va être personnalisé, parce qu'à la limite, 2 investisseurs différents qui ont le même gestionnaire et le même contenu, vous l'avez dit tantôt, pour avoir 2 rendements différents. Ouais, parce que ça dépend du point d'entrée dans le produit. Exactement. Donc, on dit qu'il va falloir expliquer au client que l'indice de référence, il y a quand même une limite à le comparer. Sauf qu'il faut vraiment avoir un point de repère à fournir au client pour qu'il puisse
non seulement évaluer son rendement personnel, mais aussi le rendement de son gestionnaire. Et ça, c'est aussi une lacune qu'on remarque. C'est ça, parce que quand on consulte un relevé, par exemple, souvent on nous dit rendement depuis 6 mois, depuis 3 ans, depuis 5 ans. Ça peut parfois sembler un bon rendement, un moins bon rendement, là, selon les années, mais c'est pas justement toujours le rendement que nous, on a obtenu. Mais qu'est-ce qui est préconisé? Est-ce qu'on voudrait que le rendement soit divulgué à combien de reprises pendant l'année? Dans le fond, nous, on le met à jour. Les clients ont accès. Donc, soit accès facilement en ligne et il est mis à jour mensuellement. Ce n'est pas de regarder sur une base mensuelle, mais c'est d'avoir accès aussi facilement. Annuellement, c'est sûr que ça doit être fourni. C'est le minimum qui est requis, oui. Effectivement. Sur un support papier, par exemple? Oui, sur un support papier ou ça peut être disponible en ligne également. Parfait. Alors, ça complète pas mal la présentation. Karine, on va prendre